qu'est-ce que le progrès réellement? Imaginez qu'un glaçon est posé sur la table devant vous. La pièce est froide et vous pouvez voir votre souffle. Il fait actuellement moins 3,8 degrés. La pièce se réchauffe très lentement. Moins 3 degrés, moins 2 degrés 5, moins 2. Le glaçon est toujours posé sur la table devant vous, il n'a pas fondu. Moins 1,5 degré, moins 1 degré, moins 0,5 degré, toujours rien, le glaçon ne fond pas. À 0 degré, le glaçon commence à fondre. Un incrément d'1 demi-degré apparemment identique à ceux qui l'ont précédé provoque un énorme changement. Les instants décisifs résultent souvent de nombreuses actions antérieures qui permettent de créer le potentiel nécessaire pour déclencher un changement majeur. Ce modèle se retrouve dans tous les domaines. Le cancer passe 80% de sa vie indétectable, puis s'empare de l'organisme en quelques mois. Le bambou est à peine visible pendant les 5 premières années de sa vie, car il construit de vastes systèmes racinaires sous terre avant de surgir du sol et d'atteindre 27 mètres de haut en 6 semaines. De même, les habitudes semblent souvent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique et débloquiez un nouveau niveau de performance. Au début et au milieu d'une quête, on traverse souvent une vallée de déception. Vous vous attendez à faire des progrès réguliers et il est frustrant de constater l'inefficacité des changements au cours des premiers jours, des premières semaines, voire des premiers mois. Vous avez l'impression de stagner. C'est la caractéristique de tout processus de construction. Les résultats les plus importants ne sont pas immédiatement visibles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est si difficile de mettre en place des habitudes durables. On procède à de petits changements, on ne voit pas de résultats tangibles et on décide de s'arrêter. Vous vous dites « Je cours tous les jours depuis 1 mois et je ne vois aucun changement dans mon corps. Pourquoi ?» Dès que ce type de pensée prend le dessus, on laisse facilement tomber les bonnes habitudes. Vous devez vous engager à appliquer ces habitudes suffisamment longtemps pour franchir cette étape que j'appelle le plateau du potentiel latent. Si vous avez du mal à mettre en place une bonne habitude ou à en perdre une mauvaise, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre capacité à vous améliorer. C'est bien souvent parce que vous n'avez pas encore franchi le plateau du potentiel latent. Se plaindre de ne pas réussir malgré un travail acharné, c'est comme se plaindre d'un glaçon qui ne fond pas lorsqu'on fait augmenter la température de moins 3,5 degrés à moins 0,5 degrés. Votre travail n'a pas été inutile, il est simplement stocké en réserve. Toute l'action se passe à 0 degré. Lorsque vous franchirez enfin le plateau du potentiel latent, les gens diront que vous avez réussi du jour au lendemain. Le monde extérieur ne voit que l'événement le plus marquant, sans imaginer tout ce qui l'a précédé. Mais vous savez que c'est le travail que vous avez accompli il y a longtemps quand vous pensiez que vous n'avanciez pas, qui vous offre aujourd'hui cette réussite. C'est l'équivalent humain de la pression géologique. 2 plaques tectoniques peuvent s'affronter pendant des millions d'années, la tension augmentant lentement, puis un jour elles se frottent encore comme elles le font depuis des lustres, mais cette fois la tension est trop grande. Un tremblement de terre a lieu, le changement peut prendre des années avant de se manifester brusquement. La maîtrise demande de la patience. Les San Antonio Spurs, l'une des équipes les plus titrées de l'histoire de la NBA, ont affiché une citation du réformateur social Jacob Riis dans leur vestiaire. « Quand rien ne semble fonctionner, je vais observer un tailleur de pierre abattant sa masse sur un rocher une bonne centaine de fois sans lui infliger la moindre fissure apparente. Mais au 101e coup, le rocher se fendra en 2. Et je sais que ce n'est pas seulement le dernier coup qui a fendu le rocher, mais les 100 qui l'ont précédé. » Toutes les grandes réussites ont des débuts modestes. La graine semée par chaque habitude est une décision unique et infime. Mais à mesure que cette décision se répète, l'habitude germe et se renforce. Les racines s'enfoncent profondément et les branches poussent. Perdre une mauvaise habitude revient à déraciner un chêne solidement ancré en nous. Et créer une bonne habitude revient à cultiver une fleur délicate, un jour après l'autre. Mais comment savoir si nous conservons une habitude assez longtemps pour atteindre le plateau du potentiel latent et franchir ce palier? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à adopter de mauvaises habitudes et permet à d'autres de profiter des effets combinés des bonnes habitudes? Nous nous attendons souvent à des progrès réguliers, tout au moins nous espérons progresser rapidement. En réalité, les résultats de nos efforts se font souvent attendre.
J'appelle cet écart entre ce qui doit arriver selon nous et ce qui se passe réellement la vallée de la déception. Ce n'est que des mois ou des années plus tard que nous réalisons la véritable valeur du travail que nous avons effectué précédemment. On peut alors traverser la vallée de la déception, où l'on se sent découragé après avoir passé des semaines ou des mois à travailler sans avoir obtenu de résultats. Mais ce travail n'a pas été vain. Il est simplement stocké en réserve. Ce n'est que bien plus tard que l'on pourra récolter les fruits de tous les efforts déployés. Oubliez les objectifs, concentrez-vous plutôt sur les moyens. Selon la sagesse populaire, le meilleur moyen de parvenir au but que nous nous sommes fixés dans la vie, être en meilleure forme, bâtir une entreprise prospère, se détendre davantage et s'inquiéter moins, passer plus de temps en compagnie de ses amis et de sa famille, c'est de se fixer des objectifs concrets et réalistes. Pendant de nombreuses années, c'est aussi ainsi que j'ai abordé mes habitudes. Chacune était un objectif à atteindre. Je fixais des objectifs pour les notes que je voulais obtenir à l'école, pour les poids que je voulais soulever à la salle de sport, pour les bénéfices que je voulais gagner en affaires. J'ai réussi à en atteindre quelques-uns, mais j'ai échoué à beaucoup d'entre eux. Finalement, j'ai réalisé que mes résultats avaient très peu de lien avec les objectifs que je m'étais fixés, mais beaucoup avec les moyens que je mettais en place. Quelle est la différence entre les moyens et les objectifs ? J'ai pu faire cette distinction pour la première fois grâce à Scott Adams, le dessinateur de la bande dessinée Dilbert. Les objectifs sont les résultats que vous souhaitez atteindre. Les moyens sont les processus qui mènent à ces résultats. Si vous êtes un entraîneur, votre objectif est de remporter un championnat. Vos moyens sont la façon dont vous recrutez les joueurs, gérez vos assistants et menez vos entraînements. Si vous êtes un entrepreneur, votre objectif est de créer une entreprise générant des millions de dollars. Vos moyens vous permettent de tester des idées de produits, de recruter des employés et de mener des campagnes de marketing. Si vous êtes musicien, votre objectif est de jouer un nouveau morceau. Vos moyens sont la fréquence à laquelle vous pratiquez, la méthode avec laquelle vous déchiffrez et vous attaquez aux mesures difficiles et la façon dont vous recevez les instructions de votre professeur. Passons maintenant à la question intéressante. Si vous ignoriez complètement vos objectifs et ne vous concentriez que sur vos moyens, réussiriez-vous toujours ? Par exemple, si vous étiez un entraîneur de basket, si vous ignoriez votre objectif de gagner un championnat et si vous vous concentriez uniquement sur ce que votre équipe fait chaque jour à l'entraînement, obtiendriez-vous toujours des résultats ? Je pense que oui. Dans tous les sports, l'objectif est d'obtenir le meilleur score. Mais il serait ridicule de passer tout le match à regarder le tableau de score. La seule façon de gagner réellement est de s'améliorer chaque jour. Comme le disait Bill Walsh, triple vainqueur du Super Bowl, le score se fait tout seul. Il en va de même pour les autres domaines de la vie. Si vous voulez de meilleurs résultats, alors oubliez de vous fixer des objectifs. Concentrez-vous plutôt sur les moyens. Les objectifs sont-ils complètement inutiles ? Bien sûr que non. Les objectifs sont parfaits pour définir un cap, mais les moyens sont les meilleurs outils pour progresser. Les problèmes arrivent quand vous passez trop de temps à réfléchir à vos objectifs et pas assez à mettre en place vos moyens. Problème numéro 1, les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. L'établissement d'objectifs est malheureusement fortement dévoyé par la notion de biais du survivant. Nous nous concentrons sur les personnes qui finissent par gagner, les survivants, et supposons à tort que des objectifs ambitieux ont conduit à leur succès tout en ignorant les personnes qui avaient les mêmes objectifs mais qui n'ont pas réussi. Tous les athlètes olympiques veulent gagner la très convoitée médaille d'or. Et si les personnes qui réussissent et celles qui échouent partagent les mêmes objectifs, l'objectif ne peut pas être ce qui différencie les gagnants des perdants. Ce n'est que lorsqu'on met en place un système de petites améliorations continues qu'on obtient un résultat différent. Problème numéro 2, atteindre un objectif n'est qu'un changement momentané. Imaginez que votre chambre soit en désordre et que vous vous fixiez pour objectif de la nettoyer. Si vous mobilisez l'énergie pour ranger vos affaires, vous aurez une chambre propre pour un temps. Mais si vous conservez les mêmes mauvaises habitudes que vous aviez auparavant et qui ont conduit au désordre de votre chambre, vous trouverez rapidement un nouveau tas de fouillis en attendant un regain d'énergie pour vous remettre à ranger.
Vous êtes condamné à retrouver le même désordre tant que vous ne changez pas de moyens. Vous avez traité un symptôme sans régler la cause. Atteindre un objectif ne change votre vie que momentanément. C'est le côté paradoxal de l'amélioration. Nous pensons que nous devons changer nos résultats, mais les résultats ne sont pas le problème. Ce que nous devons vraiment changer, ce sont les moyens qui produisent ces résultats. Lorsque vous résolvez des problèmes au niveau des résultats, vous ne les résolvez que temporairement. Afin de vous améliorer pour de bon, vous devez résoudre les problèmes au niveau des moyens. Traitez les causes. Les conséquences se résoudront d'elles-mêmes. Problème numéro 3. Les objectifs sont des obstacles à votre bien-être. L'hypothèse implicite derrière tout objectif est la suivante. Une fois que j'aurai atteint mon objectif, je serai heureux. Le problème de l'idée reçue selon laquelle le bonheur est un objectif à atteindre, c'est que vous êtes toujours en train de reporter le bonheur à la prochaine étape. Je suis tombé des milliers de fois dans ce piège. Pendant des années, le bonheur a toujours été l'objectif de mon avenir. Je m'étais promis que lorsque j'aurais pris 10 kilos de muscles, ou lorsque mon entreprise aurait été citée dans le New York Times, je pourrais enfin prendre du bon temps. Il faut savoir que les objectifs créent un conflit, soit. Soit vous atteignez votre objectif et vous réussissez, soit vous échouez et vous êtes déçu. Vous vous enfermez dans une vision étroite du bonheur. C'est une erreur. Il est peu probable que votre chemin de vie corresponde exactement au voyage que vous aviez en tête au moment du départ. Cela n'a aucun sens de limiter votre satisfaction à un seul scénario lorsque plusieurs chemins mènent au succès. L'antidote ? Adopter une approche axée sur les moyens. Lorsque vous appréciez plus le processus que le résultat, vous n'avez pas à attendre pour vous donner la permission d'être heureux. Vous pouvez être satisfait chaque fois que le moyen que vous utilisez fonctionne. Et un moyen peut fructifier sous de nombreuses formes, pas seulement celles que vous envisagez en premier lieu. Problème numéro 4. Tout miser sur les objectifs est incompatible avec une progression sur le long terme. Pour finir, un état d'esprit axé sur les objectifs peut créer un effet yo-yo. Beaucoup de coureurs déploient des efforts considérables pendant des mois, mais dès qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, ils cessent de s'entraîner. La course n'est plus là pour les motiver. Lorsque tout votre travail acharné est axé sur un objectif particulier, que reste-t-il pour vous faire avancer une fois que vous l'avez atteint ? Rien. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous reprennent leurs vieilles habitudes après avoir atteint un objectif. On fixe des objectifs pour gagner un match. Le but de la mise en place de moyens est de continuer à jouer. Sur le long terme, il faut donc adopter une approche sans objectif. Il ne s'agit pas de réaliser une prouesse unique, il s'agit d'un cycle de perfectionnement sans fin et d'amélioration continue. En fin de compte, c'est votre engagement dans le processus qui déterminera votre progression. Un système fait de petites habitudes. Si vous avez du mal à changer vos habitudes, le problème ne vient pas de vous, mais du système et des moyens que vous utilisez. Les mauvaises habitudes se répètent encore et encore, non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous employez le mauvais système pour changer. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous restez au niveau de vos moyens. L'un des thèmes fondamentaux de ce livre est de se concentrer sur le système global plutôt que sur un seul objectif. Vous avez probablement compris qu'une petite habitude correspond à un changement minime, à un gain marginal, à une amélioration de 1%. Mais les petites habitudes ne sont pas simplement des manies, si dérisoires soient-elles. Elles font partie d'un système plus vaste. Ce sont les éléments constitutifs de résultats spectaculaires. Les habitudes sont le ciment de notre vie. Chacune contribue à bâtir votre amélioration globale. Au début, ces routines minuscules semblent insignifiantes, mais elles se renforcent rapidement mutuellement et alimentent des gains plus importants qui se multiplient à un point qui dépasse de loin le coût de l'investissement initial. Elles sont à la fois petites et puissantes. C'est une pratique ou une routine régulière qui n'est pas seulement facile à mettre en œuvre, mais qui est aussi la source d'un pouvoir incroyable. Résumé du chapitre. Les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration de soi. Obtenir 1% d'amélioration chaque jour finit par compter énormément sur le long terme. Les habitudes sont une arme à double tranchant. Elles peuvent fonctionner pour vous
ou contre vous. Il est donc essentiel d'en comprendre chaque composante. De petits changements semblent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique. Les résultats les plus importants de tout processus de construction se font souvent attendre. Vous devez être patient. Une petite habitude fait partie d'un système plus vaste. Leur répétition est constitutive de résultats spectaculaires. Si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats, cessez de vous fixer des objectifs. Concentrez-vous plutôt sur vos moyens. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs, vous restez à la hauteur de vos moyens.